Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Calendrier électoral dévoilé au Cameroun. L'élection présidentielle prévue avant la fin de l'année 2018 a été fixée au 7 octobre par décret présidentiel. Le ministre camerounais de la Communication s'est exprimé à ce sujet. Vous l'entendrez dans cette édition. Hausse des recettes des exportations de fruits en Tunisie. Elles ont progressé de 51% au premier semestre 2018 avec une augmentation des exportations de près de 6500 tonnes vers le marché libyen. Et hausse de la fréquentation touristique de la wilaya d'Alger. La division administrative la plus peuplée d'Algérie a accueilli plus de 22 000 touristes de différentes nationalités au premier semestre 2018. Au Cameroun, la date de la prochaine élection présidentielle a été dévoilée ce lundi 9 juillet par décret présidentiel. Elle se tiendra le 7 octobre 2018. Les potentiels candidats à ce scrutin ont donc jusqu'au 19 juillet pour déposer leur dossier de candidature. Le président Paul Biya n'a pas précisé s'il serait candidat à ce scrutin pour une 7e réélection. Néanmoins, quelques précisions sur cette élection ont été apportées par le ministre camerounais de la Communication, Issa Chiroma. Je vous propose de l'écouter. Le Cameroun est un État de droit. Le président Biya est légaliste. Si d'aventure il y avait des circonstances qui rendaient rédhibitoire l'organisation de ces élections, le président de la République serait le premier à faire appel à la Constitution pour voir quelles mesures méritaient d'être prises. Que les chances égales seront données à tout un chacun. Et le CAM qui organise est une institution indépendante. Le Conseil constitutionnel est en place. Et aujourd'hui, vous avez, ma foi, des candidats qui sont connus. Et je ne voudrais pas leur faire la publicité puisque je ne voterai pas pour eux. Mais enfin, ça atteste donc de la vitalité de notre démocratie. Et nous souhaitons que tous les Camerounais, c'est-à-dire le peuple détenteur de la souveraineté, se préparent donc à jeter son dévolu sur l'un des multiples candidats qui solliciteront leur. La rencontre était inédite et ce qui en découle est historique. L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé ce lundi 9 juillet une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Cette entente prévoit la reprise du commerce entre les deux pays et le rétablissement des liens diplomatiques après plus de 20 ans de conflit nés d'un désaccord frontalier. Fanny Mounichi. 20 ans que le dialogue était rompu entre les deux pays. L'Érythrée et l'Éthiopie ont franchi ce lundi 9 juillet un premier pas vers la paix. À l'issue d'un sommet historique, le président érythréen Isaias Afewerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont signé une déclaration mettant fin à l'état de guerre. Avec la paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, la Corne de l'Afrique sera une région de paix et de développement. Nos peuples qui vivent éparpillés en tant que réfugiés reviendront avec dignité. Ce dégel des relations diplomatiques entre les deux pays, l'arrivée au pouvoir en avril d'Abiy Ahmed en a été l'élément déclencheur. Le Premier ministre évoquant dès le mois de juin son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée. Il y a très peu de doutes sur le fait que le Premier ministre soit l'instigateur de cette reconnexion diplomatique jusqu'à la démission du Premier ministre sortant, Haïlé Mariam Desalegn. Il n'était pas question, même au sein de la coalition politique au pouvoir en Éthiopie, il n'était toujours pas question d'une reconnexion des relations diplomatiques. Tout au contraire, il était davantage question d'une militarisation aux frontières, notamment d'une crispation de ces relations avec la prise de la ville de Batmé. L'Érythrée et l'Éthiopie sont entrés en guerre en 1998 en raison de désaccords sur la frontière. En 2002, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait attribué Batmé à l'Érythrée, mais Addis Abeba avait jusqu'alors ignoré ce jugement. Les exportations fruitières sont en hausse en Tunisie. Le secteur a progressé de 51% au premier semestre 2018, tiré notamment par les exportations vers le marché libyen qui aurait atteint près de 6 500 tonnes, soit une valeur de plus de 11 500 millions de dinars. Les explications de Aïssatou Diamanka Besland.
En Tunisie, les recettes des exportations fruitières sont en hausse de 51% grâce au marché libyen. Entre le 2 janvier et le 3 juillet 2018, le pays a enregistré une croissance solide en ce qui concerne ce secteur d'exportation. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche jeudi 5 juillet 2018. Les quantités des fruits exportés ont progressé de 19,2% à 13 930 tonnes pour une valeur de 42 415 000 dinars contre 28 109 000 dinars au cours de la campagne écoulée. Les abricots ont occupé la première place en termes d'exportation fruitière avec 4 990 tonnes d'une valeur de 15 921 000 dinars. La Libye est un pays voisin de la Tunisie. Les relations qu'ils ont toujours menées ensemble ont toujours été des relations pour promouvoir les deux nations. Aujourd'hui, ce qui est de ces deux pays, c'est surtout une nouvelle façon de travailler mutuellement. Et aujourd'hui, le succès en termes de fruits, de légumes, d'exportation s'exprime par le souhait de ces petits villages, de ces communes, de mettre en place une cohésion et de créer ces coopératives pour faire vivre des villageois et pour faire vivre aussi des régions assez en recul. Voilà ce qui s'explique dans l'évolution fruitière de ces deux pays. Le ministère a expliqué cette hausse par le développement des exportations vers le marché libyen qui s'intensifie de jour en jour grâce au retour de la stabilité de la Libye. À noter que les exportations entre les deux pays ont atteint 6 600 tonnes, soit une valeur de 11 554 000 dinars. En Algérie, la wilaya d'Alger a connu une hausse de fréquentation touristique au premier semestre 2018. Des touristes de différentes nationalités ont visité cette région, une aubaine pour le secteur touristique du pays qui ne représente pas plus de 2% du produit intérieur brut. Aïssatou Diamanka-Besland. En Algérie, plus de 22 000 touristes de différents pays ont visité la wilaya d'Alger entre janvier et juin 2018. C'est ce qu'a indiqué la direction de la wilaya d'Alger dimanche 8 juillet 2018. La wilaya d'Alger attirait de plus en plus de touristes avec plus de 22 000 visiteurs jusqu'à juin 2018. La plupart des touristes venaient à Alger essentiellement pour visiter la Casbah antique. La Casbah d'Alger est l'âme de la capitale et constitue la destination privilégiée de tous les touristes. Le circuit touristique de la Casbah est en cours de réalisation. La réhabilitation des activités artisanales augmentera le nombre de visiteurs étrangers. Des projets de rénovation, de réhabilitation et de modernisation de la wilaya d'Alger ont été mis en place ces dernières années. Ces projets entrent dans le cadre du plan stratégique d'Alger qui durera jusqu'à 2035. Objectif pour les autorités, faire d'Alger une destination touristique par excellence. C'est une bonne nouvelle évidemment, mais c'est vrai que l'Algérie a du retard par rapport aux autres pays du Maghreb, Maroc, Tunisie, pour ce qui est le développement du tourisme. Ils n'ont pas les infrastructures nécessaires. Et puis pour développer le tourisme, il faut avoir des notions bien ancrées de l'accueil et de l'hospitalité. L'Algérie n'a pas toujours développé ces sentiments-là parmi sa population, qui est une population fière. Mais c'est une bonne nouvelle, puisque la wilaya d'Alger, c'est le signe que ça va peut-être prendre dans les autres wilayas. À noter que la wilaya d'Alger compte 30 établissements hôteliers proches des plages d'une capacité d'accueil de 9 000 lits. La 21e édition de la Coupe du Monde de football est arrivée au stade du carré final et avec nous pour en parler notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors après plusieurs jours de récupération, les choses sérieuses vont commencer et deux pays voisins vont s'affronter ce mardi 10 juillet. Mais avant cela, retour sur les derniers matchs avec vous José. Exactement, une petite analyse s'impose justement avant de voir cette première demi-finale. Alors les dernières rencontres avec tout d'abord la France qui a impressionné lors des quarts de finale en battant l'Uruguay 2-1. L'Uruguay a joué sans Cavani, un match qui était, vous l'avez vu aussi, très haché et que la France a gagné grâce à ses très bons joueurs. Nous allons enchaîner avec un deuxième match et la grosse surprise de ce mondial, c'est l'élimination du Brésil en jaune qui s'est réveillé trop tard et perd face à la Belgique, euphorique, 2-1. Et il faut dire aussi que De Bruyne a retrouvé le chemin du but. Et puis un système aussi qui fonctionne très bien du côté de la Belgique avec le 3-4-3. Troisième match, c'est l'Angleterre contre la Suède en jaune. Les Anglais représentent la grosse surprise aussi de ce mondial. On dit que c'est le pays qui a inventé le football. L'Angleterre renoue avec la tradition et Cannes n'a peut-être pas fini de marquer d'autres buts.
Et puis le dernier match, c'est Russie contre la Croatie, Russie en rouge toujours. L'équipe de Russie, très épuisée, a fourni beaucoup d'efforts au début du mondial, aurait souffert par la suite, en tout cas si elle s'était qualifiée pour les demi-finales. Mais on peut dire que le pari a réussi pour la Russie. Un œil maintenant sur les tableaux pour un rappel des résultats avec donc la France qui a battu l'Uruguay 2-0, Brésil, Belgique 2-1 pour la Belgique, Angleterre, Suède 2-0 et puis la Croatie qui a gagné sur tir au but face à la Russie. Ce mardi 10 à Saint-Pétersbourg, France, Belgique et mercredi 11 à Moscou, 18h GMT, Croatie contre l'Angleterre. Éclairez-nous, José, comment peut-on analyser cette première demi-finale qui se joue ce mardi 10 juillet? Eh bien, nous allons voir le tableau des duels, justement, avec France contre la Belgique. D'abord, il y a des atouts des deux côtés. Les deux sélections, à présent, pèsent très lourd financièrement. La France avec le jeune Kylian Mbappé. Les Français comptent 15 participations en Coupe du Monde et les Bleus rêvent d'une deuxième étoile sur le maillot, 7e au classement FIFA. Et puis la Belgique, comme par hasard, l'un de ses entraîneurs est le meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Il s'agit de Thierry Henry avec 61 buts. Eden Hazard est l'homme le plus dangereux. 13 participations en Coupe du Monde et pas de victoire pour la Belgique. Et puis Gladys, pour terminer, deux images avec le face-à-face pour cette première demi-finale. C'est Lukaku. Lukaku qui est de parents congolais. Sa valeur est de 150 millions d'euros, bien sûr. Et il joue en Belgique, avec la Belgique, bien sûr, vous le savez. Puis de l'autre côté, Kylian Mbappé, de père camerounais et de mère algérienne, 400 millions d'euros. Et ils comptent chacun 3 buts dans ce mondial. Et ils pèsent tous les deux 550 millions d'euros. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.